Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Réforme des retraites, y a-t-il une porte de sortie ou est-ce qu'on est dans l'enlisement? Faut-il de la médiation ou de la discussion simplement? Quelle influence encore aussi des Républicains? Quelle trace chez les LR après ces débats autour de la réforme des retraites? On va en parler donc avec vous Aurélien Pradier. Donc que pensez-vous alors de la proposition d'Elisabeth Borne de rencontrer finalement les syndicats la semaine prochaine? Il était grand temps. Ça fait des semaines, des mois que l'intersyndicale, que la CFDT en particulier, Laurent Berger, demande à ce que le dialogue social soit renoué. Et là, on commence à avoir un petit mouvement de la Première ministre qui dit « enfin, nous allons recevoir l'intersyndicale ». Mais vous savez, on s'habitue dans ce pays à des choses invraisemblables. Ouais, le dialogue social, c'est pas une option. Le dialogue social, c'est inscrit dans notre Constitution, c'est une règle fondamentale. Et de voir la Première ministre et le Président de la République ignorer, avec autant de morgue depuis des semaines, celles et ceux qui sont les acteurs de la vie syndicale, ça m'a stupéfait. Il est grand temps qu'il y ait une rencontre et un échange, mais pas pour rien. Pour trouver une porte de sortie, parce que notre pays ne va pas pouvoir continuer avec ce niveau de tension. Oui, alors une porte de sortie vraiment sur les retraites ou pas? Parce qu'avant, il y avait eu la tentative de médiation, en tout cas d'annonce d'une mission de médiation lancée par l'intersyndicale, Laurent Berger lui-même, et puis d'autres qui avaient proposé ça déjà les jours derniers. Olivier Véran avait opposé une fin de non-recevoir, donc on a du mal à comprendre encore. La responsabilité politique aujourd'hui, c'est d'apaiser le pays. Oui. Et je le dis à tous ceux qui sont membres du gouvernement, au président de la République lui-même, au-delà des divergences politiques que l'on peut avoir, les membres du gouvernement, la Première ministre et le Président de la République doivent se souvenir que leur responsabilité, elle est d'unifier le pays, pas de le fracturer. Oui. Et je vois s'installer, vous le voyez comme moi, depuis plusieurs mois, un espèce de jeu, de bras de fer, un peu enfantin et puéril de la part du Président de la République, qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Ouais. Est-ce qu'il devrait y avoir quand même une médiation qui devrait être lancée? Vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que tout ce qui est proposé aujourd'hui comme porte de sortie doit être étudié. La médiation peut être une porte de sortie. J'aurais préféré qu'on ait un débat parlementaire, qu'on ait un vote. Vous voyez, c'est la meilleure des médiations que je connaisse, que la démocratie parlementaire fonctionne à plein. Mais je refuse que l'on balaye d'un revers de la main ce que les syndicats peuvent nous dire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas syndicaliste, je suis responsable politique, j'ai des divergences avec les acteurs syndicaux, mais je veux saluer leur responsabilité. Si depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, nous n'avions pas eu des leaders syndicaux comme ceux que nous avons, eh bien, je pense que nous aurions eu des tensions encore plus graves dans le pays. La Première ministre et le Président de la République ne peuvent pas les ignorer. Ce sont des partenaires de notre démocratie, comme les parlementaires le sont. Bon, vous avez dit enfantin puéril il y a 2 secondes là. Pourquoi? Parce que le Président accorde une interview à Pif Gadget. Ça vous fait penser à ça? Non. Ça pourrait me faire penser à ça, mais c'est l'attitude dont je parle. Et vraiment, je veux le dire, c'est pas une posture politicienne de ma part. Mais le Président de la République doit se souvenir que, en assumant la fonction qui est la sienne, il a d'immenses responsabilités. La première, c'est de ne pas jouer avec le feu. Il y a des responsables politiques, des présidents de la République par le passé, qui, sur des réformes, ont accepté de les retirer, de les remettre sur la table. Le vrai courage politique, c'est pas la brutalité. Le vrai courage politique, c'est d'être capable d'entendre le pays. Et quand je vois cette espèce de morgue qui s'installe, l'interview à PIF Magazine aujourd'hui, mais enfin, moi j'ai beaucoup de respect pour ce magazine que j'ai adoré lire, PIF Gadget, pardon, que j'ai adoré lire lorsque j'étais enfant. Mais on est à un moment où pour les Français tout ça c'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie. Et je ne voudrais pas que le Président de la République continue à penser que tout cela c'est au fond une grande farce et qu'il va pouvoir continuer, parce que c'est le sentiment qu'il donne, à se moquer des Français. Quand on est Président de la République, on ne se moque pas des Français. Oui, alors pour terminer quand même sur ce dialogue qui pourrait avoir lieu la semaine prochaine avec la Première ministre et les syndicats, pour l'instant officiellement au gouvernement on dit que l'on va travailler sur les futurs dossiers, c'est-à-dire la pénibilité, loi travail, etc., et pas forcément sur les retraites. Vous pensez qu'il faudra faire un pas de côté quand même sur les retraites? Bien sûr qu'il faudra faire un pas de côté sur les retraites, traiter de tout ce dont nous n'avons pas parlé, les salaires, le travail, bref, tout ce qui n'est pas dans cette réforme des retraites. Mais que le gouvernement ne pense pas pouvoir enjamber cette réforme des retraites. Je pense que ce texte-là, il est empoisonné. Il a été adopté dans des conditions épouvantables, il ne traite pas des vraies questions aujourd'hui sur la réforme des retraites, et donc le gouvernement doit accepter qu'une autre réforme des retraites soit étudiée. Moi, je ne suis pas hostile à la réforme des retraites. Je pense simplement que celle-ci, elle va pénaliser ceux qui travaillent déjà très dur, et si le gouvernement
accepte le dialogue, c'est pour vraiment dialoguer, pas pour faire semblant, notamment avec les partenaires syndicaux. Oui, parce que sur le fond, qu'est-ce que vous attendez, vous, sur cette réforme des retraites? Qu'il y ait vraiment une pause, du coup ou alors vous attendez, vous espérez beaucoup du recours devant le Conseil constitutionnel? J'en espère beaucoup. J'ai moi-même déposé des observations à titre individuel auprès du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il y a des éléments significatifs dans ce texte qui ne sont pas constitutionnels, qui sont des cavaliers législatifs, c'est comme ça qu'on les appelle, des cavaliers sociaux. Et je fais donc une proposition. Si ce texte-là, il est en majeure partie amputé par le Conseil constitutionnel, il ne servira plus à grand-chose. Et ce sera peut-être l'occasion pour le président de la République d'avoir un vrai courage de père de la nation, en disant désormais, puisque ce texte-là est amputé et qu'il est beaucoup moins efficace que ce que nous pensions au départ, alors nous remettons tout à plat. C'est une étape, mais il y a une seconde étape. C'est une conférence sociale. Je souhaite aujourd'hui qu'on puisse se reparler dans ce pays. On ne peut pas en permanence avoir autant de violence les uns envers les autres. Cette question du travail, elle est fondamentale. Beaucoup plus encore que la question des retraites. Avant la retraite, il y a le travail et c'est un débat que nous n'avons pas eu. Sur cet appel à une conférence sociale, elle pourrait réunir qui alors? L'ensemble des syndicats, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, les partis politiques, et j'y prendrai ma part aussi. Vous savez, j'ai une opposition au projet politique d'Emmanuel Macron, mais je n'ai jamais refusé de discuter pour que nous puissions faire avancer notre pays. J'étais opposé à cette réforme des retraites parce qu'elle a été mal faite et qu'elle est injuste. Mais d'autres réformes sont possibles. Sur la question du temps de travail, par exemple, je souhaite qu'on puisse avancer sur ce sujet. Comment demain travailler plus et travailler mieux en aménageant notre temps de travail? Ça, c'est un véritable sujet. Vous dites travailler plus? Travailler plus, évidemment, mais travailler mieux. Ce qui est dans l'air du temps, c'est de travailler moins. C'est de travailler mieux. C'est très différent. Et vous avez aujourd'hui certains pays d'Europe, certaines entreprises en France qui expérimentent, quand c'est possible, la semaine de 4 jours, travailler 36 ou 38 heures, c'est-à-dire travailler davantage sur un temps réduit. Bref, il faut que notre vie politique soit capable de faire émerger des idées nouvelles pour que l'effort soit juste. Un peu de justice ne nous fera pas de mal. Aurélien Pradier, sur les manifestations et la violence, qu'attendez-vous de Gérald Darmanin? D'un côté, il annonce la dissolution possible du groupe Soulèvement de la Terre, qui est à l'origine de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, et puis de l'autre, il y a la polémique sur les brigades motorisées de la Brave. Quelle est votre position? Moi, vous ne me ferez jamais choisir un camp. Non. Je ne choisirai jamais ni le camp des policiers, ni le camp des manifestants, ou un camp contre l'autre. Je veux dire aux forces de l'ordre tout mon soutien parce qu'ils vivent depuis des années, des périodes de tension invraisemblables dans le pays. Ils sont épuisés pour la plupart d'entre eux. Et le républicain que je suis doit d'abord leur apporter notre soutien. L'extrême gauche aujourd'hui est en train de profiter de la crise sociale, de la crise démocratique pour tenter de déstabiliser nos institutions. Et c'est pour cela qu'il faut éteindre tous les incendies un par un si on ne veut pas qu'il y ait une gangrène qui s'installe dans notre pays. Et les vraies plaies, ce sont les plaies de la crise sociale. Et sur ces plaies-là peuvent s'installer beaucoup de fractures et de révolutionnaires. Vous attendez alors que Gérald Darmanin soit auditionné la semaine prochaine, justement par la commission des lois, sur la gestion de Sainte-Soline, notamment parce qu'il y a une polémique qui monte là où le SAMU aurait été empêché par les forces de l'ordre de secourir des blessés. C'est un enregistrement de Mediapart. Nous aurons en commission des lois, et j'en fais partie à l'Assemblée nationale, l'occasion d'examiner tous les détails. Et vous savez, ça a déjà été fait. Si on doit tirer des leçons sur les techniques de maintien de l'ordre, il faudra le faire parce que c'est la règle de la confiance et c'est la condition de la confiance républicaine. Nous aurons cette audition du ministre de l'Intérieur dans quelques jours et j'ai bien l'intention d'y participer. Oui, donc vous dites comme le gouvernement que c'est la gauche qui est derrière et qui agite, Sur Sainte-Soline, oui. Il y a aujourd'hui sur l'ensemble en fait des violences, Mais ce que je souhaite simplement, c'est que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Derrière ces violences-là, il ne faut pas oublier et détourner l'attention des vraies crises profonde, sociale, démocratique, économique que nous connaissons dans notre pays. Nous avons tendance depuis plusieurs mois à chaque fois détourner le regard. Il faut lutter contre les violences de l'extrême gauche, c'est une évidence. Mais ça ne doit pas nous faire oublier toutes les autres crises profondes, économiques et sociales et démocratiques que nous avons dans notre pays. Ne détournons pas le regard de tous les sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Oui, Aurélien Pradier, il y a aussi une autre question, parce qu'on l'a évoqué, vous dites il faudrait une conférence sociale. D'autres disent, pour sortir de cette crise, il faudrait peut-être une dissolution, un remaniement. Il y a même des rumeurs qui vont jusqu'à appeler François Baroin à Matignon. Pensez-vous qu'on pourrait aller jusque-là ? Moi, je ne souhaite pas que nous ayons
que nous devenions, nous, la droite, demain, la béquille d'Emmanuel Macron. Que nous soyons ceux qui, par débauchage individuel, irions sauver sa situation politique. La seule issue, c'est une cohabitation volontaire. S'il s'agissait demain, en effet, de rentrer en cohabitation volontaire avec le président de la République, alors là, le sujet serait différent. Mais permettez-moi de vous dire que c'est une cohabitation hypothèse. volontaire. Mais alors ça passerait par quoi? Par une dissolution et puis Ça peut passer par plein d'hypothèses. Ça peut passer par une dissolution. Moi, je n'ai jamais eu peur du suffrage universel. Ouais. Ça peut passer aussi par un constat du président de la République, qui est que son gouvernement est incapable de gérer le pays aujourd'hui et que pour ramener le calme, il faut être capable de rassembler la nation. Mais vous savez, l'unité nationale dont on parle, l'unité nationale, ça va des communistes jusqu'à la droite. C'est pas des débauchages individuels. On a déjà vécu les débauchages individuels depuis plusieurs années. Et c'est pour moi la pire manière de faire de la politique. Mais ça pourrait aller jusqu'où au niveau de la droite, bien sûr. Parce que quand on a effectué un sondage ce week-end avec Fiducial, IFOP Fiducial et le JDD, qui montre que finalement, s'il y avait une dissolution et s'il y avait des élections législatives partielles, eh bien, ce serait le Rassemblement national qui arriverait en tête avec la NUPS. Oui. Et donc, il pourrait y avoir une cohabitation. Il peut y avoir plein de formes de avec cohabitation le RN possibles, mais le président de la République peut aussi lui-même décider d'apaiser le pays. Mais vous savez, tout ça, ce sont des hypothèses. On est en train de parler de situations qui n'existent pas. Pendant qu'on parle de cela, le président de la République fait une interview à Pif Gadget en confirmant absolument tout ce qu'il dit depuis des semaines, en étant très fier de lui et en considérant qu'il ne faut rien changer. Oui. Et donc je pense qu'au fond, pas grand-chose ne changera. Et c'est ce qui m'inquiète parce que l'état du pays nécessiterait un vrai sursaut politique et démocratique qui aujourd'hui tarde à venir. Est-ce que vous êtes droit dans vos bottes, Aurélien Pradier, après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et puis les divisions au sein des LR? Je suis droit dans mes bottes parce que je suis allé au bout de mes convictions. Ouais. Et je pense que dans une période où plus rien n'est sûr dans le pays, c'est nécessaire d'avoir des responsables politiques qui tiennent bon. J'avais dit depuis le début que cette réforme des retraites était injuste. Que si sur les carrières longues, ceux qui travaillent le plus, nous n'obtenons pas gain de cause, je ne voterai pas la réforme. C'est ce que j'ai fait. J'ai reçu de nombreuses menaces, intimidations politiques. J'ai tenu bon parce que je pense que l'honneur de la politique... Des petites menaces politiques, y compris de ma famille, qui consistaient à me dire que si je ne me calmais pas, j'allais voir ce que j'allais voir. Vous n'êtes plus vice-président. Et c'est pas très grave, parce que je ferai toujours plus le choix de défendre les convictions que de s'attacher à un poste. La droite républicaine, elle a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes qui tiennent bon. Les seuls repères politiques dans notre vie ne peuvent pas être l'extrême droite et l'extrême gauche. Et je pense qu'en faisant ce que j'ai fait, pas seul, nous étions 19 députés les Républicains à voter la motion de censure, je pense qu'on a rendu service à la droite républicaine. Alors, certains jeunes, j'ai vu par exemple des jeunes de la Manche qui claquent la porte. Ils parlent de trahison. Où vont-ils aller, ces jeunes qui étaient chez les LR ? Je les invite à rester dans la famille politique. Moi-même, vous voyez, j'ai mené les batailles. Mais ils disent, on s'en va. Oui, c'est toujours plus facile. Pas. Il y a la trahison. Je comprends. Pas une décision gaulliste. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Ils ont raison. Ça ne s'adresse pas à moi, ces critiques-là. Oui. Je pense que nous sommes d'ailleurs quelques-uns à avoir aussi permis à beaucoup de nos adhérents de continuer à s'y retrouver en n'étant pas les aides de camp d'Emmanuel Macron. Mais ce que je dis à ces jeunes-là, c'est que tout se rebâtit de l'intérieur. Moi, j'ai bien l'intention de rester dans cette famille politique. C'est la mienne. J'y tiens, j'y suis attaché. Et nous continuerons à plusieurs à faire en sorte que nous puissions reconstruire une droite populaire. Une droite qui parle au peuple. Je ne veux pas que nous abandonnions le peuple à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon, et c'est à la droite de défendre le peuple. Alors Aurélien Pradier, vous avez dit on ne doit pas être des aides de camp d'Emmanuel Macron. Éric Ciotti, Olivier Marleix ont été des aides de camp alors ? Je ne cible personne, et vous savez, l'état du pays est trop grave pour que nous en soyons aux petites polémiques, mais j'ai dit à mes amis que cette manière que nous avons eue, peut-être bien rapide, d'être conciliant avec Emmanuel Macron et avec Elisabeth Borne n'était pas la bonne manière de faire. D'ailleurs, voyez à quel point le président de la République et le gouvernement a trompé les Français, et y compris les députés les Républicains. Regardez sur les 1 200 € de retraite minimale. De bout en bout, nous avons été trompés. Et je pense donc qu'il est nécessaire de ne pas fricoter avec Emmanuel Macron. On a vu qu'il y avait une altercation entre vous et Éric Ciotti à travers un reportage de France 2. Là. C'est le divorce en fait avec lui ? Non, il n'y a pas de divorce, on se parle franchement, clairement. Chacun connaît mon tempérament, je pense que le retour du caractère en politique n'est pas inutile et j'assume de ne pas me faire marcher sur les pieds
Voilà, mais ça vaut pour Éric Ciotti aussi. Mais vous pourriez être exfiltré des LR? Et pour quelle raison? Non, parce que vous avez les Républicains, une pensée divergente. Mais enfin, on n'est pas le parti stalinien, il me semble, et donc je ne vois pas pourquoi celui qui aurait une pensée différente, qui accessoirement serait en opposition à Emmanuel Macron, dans un parti d'opposition, en serait exclu. Non, tout ça, ce sont des petites menaces, elles n'ont pas beaucoup de sens. Vous savez, il y a eu par le passé des responsables politiques bien plus grands que moi, je pense à Philippe Seguin, à qui je n'arrive pas à la cheville, qui, dans leur famille politique, ont fait entendre une voix différente, et un jour, on s'est rendu compte qu'ils avaient raison. Oui. Une dernière question, Aurélien Pradier. Il devait y avoir le projet de loi immigration. Il y a un report, finalement, qui est envisagé, et qui est même acté, de l'étude, en fait, de ce texte. C'est logique, finalement, on ne peut pas le faire dans le contexte, en fait, aujourd'hui? C'est pas logique du tout. C'est déclaré forfait. Le gouvernement déclare forfait sur la question de l'immigration. Et dans les jours qui viennent, avec plusieurs de mes collègues, nous ferons des propositions pour rappeler au président de la République, au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'urgence en matière migratoire. On ne peut pas reculer éternellement les décisions. Il faut prendre des décisions fortes sur la question de l'immigration. Et vous voyez bien qu'à chaque fois... Mais il faut quand même régler avant tout la réforme des retraites, non? À chaque fois, on va dire que le président de la République et ses ministres se cherchent des bonnes excuses pour ne pas régler les problèmes urgents du pays. L'immigration est un problème urgent et je ferai des propositions avec plusieurs de mes collègues parce que nous devons avancer sur ce sujet en urgence, que Gérald Darmanin soit à la hauteur du courage dont il parle beaucoup, mais qui dans les actes a du mal à venir. Merci Aurélien Pradier, député LR du Lot, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.